La chaleur a repris de plus belle. L'eau plate, votre meilleur allié en cette période de canicule. À toutes et à tous, bonjour. Au menu, colloque de la conférence épiscopale du Bénin sur les modifications du code électoral de 90 à aujourd'hui. Les assises ont réuni experts en gouvernance démocratique, universitaires, acteurs politiques, organisations de la société civile et religieux autour des nouvelles dispositions de ce code, les précisions à suivre. Signature d'un protocole d'accord entre CAIR Bénin et le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, un partenariat qui va renforcer les actions de CAIR Bénin en matière de sécurité alimentaire et de nutrition. Les détails dans ce journal. Et puis, deuxième édition du Forum d'investissement Chine-Bénin. Elle s'est ouverte ce jeudi au Palais des Congrès de Cotonou et vise à promouvoir les investissements chinois au Bénin et à renforcer la coopération entre les deux pays. Le développement à suivre. À nouveau, bonjour. Experts en gouvernance et démocratique, universitaires, acteurs politiques, organisations de la société civile et religieuse se sont informés ce jeudi matin sur les nouvelles dispositions de la loi électorale au Bénin. C'était à l'occasion du colloque organisé par la conférence épiscopale du Bénin sur les modifications du code électoral de 90 à aujourd'hui. Les travaux se sont accentués sur la compréhension à avoir de la loi et ses implications. Une contribution de l'Église catholique à la paix sociale pour les élections véritablement démocratiques en 2026. Les travaux du Palais des Congrès de Cotonou avec William Clécan. L'Observatoire chrétien catholique de la gouvernance donne l'occasion à travers ce colloque de revisiter les différentes évolutions de la loi électorale au Bénin depuis le renouveau démocratique. Fil conducteur des travaux, le vivre ensemble et la participation de tous à la construction de la nation. Faire étudier le code électoral par des techniciens du droit, des élections et de la gouvernance. Il revient à l'Église et aux autres religions de faire connaître les valeurs qui élèvent l'homme et qu'il faut prendre en compte pour garantir le vivre ensemble, la paix sociale et l'application de la loi au profit de tous. Ne permettons pas que l'attitude du refus, du repli sur soi et du rejet radical de l'autre prévalent sur la fraternité, l'accueil et le dialogue. Que nul ne reste campé sur sa position, que nul ne se radicalise, que nul ne se mette dans une condition d'étouffement ou d'enfermement qui empêche les autres d'exister. Les débats sont scientifiques et empiriques. Pas question de faire un procès à une norme ou au législateur. Les échanges démarrent par une conférence inaugurale sur le thème « La nation face aux crises politiques, quels moyens pour éviter le conflit ?» Un moment conduit par une experte de l'observation électorale et des processus de paix sur le continent et en dehors. On demande de Djohodo et on ne dort pas. Cette tendance à l'apaisement sans vider le dossier a édifié chez nous au Bénin un vivre ensemble de façade. Il faut apprendre à crever les abcès pour un réel apaisement des cœurs. La réconciliation n'est réalité que dans la justice et la vérité. Il nous faut donc construire au Bénin une société de discussion courtoise, de dialogue et de discours rationnels délivrés dans une certaine agora pour éclairer nos chemins dans l'œuvre de construction de la nation. L'expert en gouvernance politique et expert électoral international Francis Lalayet va ensuite évoquer les fondements des modifications du code électoral béninois de 1990 à aujourd'hui avec des analyses à la clé. Les dispositions récentes du code électoral, elles, ont été présentées avec ouverture de perspective par professeur Samson Igor Guédégbé. Dans la dernière communication, Dr Mathias Ronquet, le politologue, à son tour s'est focalisé sur les conséquences de cette loi, sur la participation de tous à la construction de la nation en favorisant le vivre ensemble. Toutes ces réflexions ont alimenté les discussions assorties de plusieurs recommandations dans le but de pacifier l'atmosphère socio-politique à travers la loi électorale.
Et puis le porte-parole du gouvernement s'est prononcé sur l'opportunité d'une telle initiative. C'était à l'occasion d'une émission co-réalisée par la Télévision nationale et Canal 3 Bénin Télévision que vous suivrez dans nos programmes. Léandre Rungweji fait le constat à travers cette initiative que l'Église catholique s'éloigne de son caractère neutre. Je vous invite à suivre un extrait de sa réaction. Ne comptez pas sur moi pour critiquer le clergé catholique. Ce n'est pas notre intention. Par contre, je peux vous dire que ce que je trouve de critiquable, voire de condamnable dans la démarche du clergé catholique. Je dis, je ne critique pas l'attitude du clergé, mais je peux mettre l'accent sur ce qu'il me paraît être critiquable, voire condamnable dans la démarche. Parce que vous avez dit tout à l'heure que c'est un rôle de médiateur, n'est-ce pas? Donc un arbitre. En tout cas, pour nous, c'est ce qu'on observe. Or, vous avez dû observer qu'avant même le vote de ce code, le clergé catholique, comme certaines organisations de la société civile se sont dépêchées de faire ce que j'appelle une dénonciation a priori. Ils avaient une certaine crainte par rapport à une disposition qui, d'après leur compréhension de ce moment-là, aurait été de nature à empêcher certains partis, même représentés à l'Assemblée nationale aujourd'hui, d'avoir leur candidat pour la présidentielle de 2026. Depuis, chacun a pu voir que le code qui a été voté n'a pas cette vocation. On n'a pas entendu le clergé revenir pour dire on s'était trompé, bon, ou bien on a voulu juste alerter pour que ça n'aille pas dans ce sens-là. On n'a pas vu ça. J'ai dit il y a eu une déclaration a priori. Ensuite, une fois que le code a été voté, ce qui était minoritaire à l'Assemblée nationale, dont certains des amendements ont été pris en compte dans ce code, mais qui n'ont pas trouvé satisfaction sur certains autres aspects du code, se sont dépêchés d'aller se plaindre au clergé, n'est-ce pas? Entre autres. Vous avez suivi, comme nous tous. Là aussi, il ne m'a pas semblé, après cela, que le clergé se soit fendu d'un courrier, d'une demande au gouvernement ou à l'Assemblée nationale pour comprendre les tenants aboutissants, l'exposé des motifs de ce code, se faire une idée avant de convoquer ce colloque. L'arbitre neutre, le médiateur, aurait fait exactement ça. Et pour le colloque que vous évoquez, j'aurais, et cela s'entendrait bien, j'aurais bien voulu voir le clergé solliciter de l'Assemblée nationale, par exemple, de lui mettre à disposition le président de la commission des lois pour venir exposer à cette occasion-là les tenants et aboutissants de la loi, donc l'exposé des motifs. Et après, que les députés de toute obédience viennent faire débat. Ce n'est pas, je ne dis pas qu'ils n'ont pas invité l'Assemblée, mais je dis inviter pour que ça soit présenté par les gens qui devraient le faire. Donc je n'ai pas vu ça. Vous avez le sentiment que ce colloque est un ensemble de communication à charge contre le code? Bien, moi je sais maintenant apprécier un peu la charge des mots, comme vous. J'ai été, à titre personnel, invité, mais je trouve que la démarche, elle est critiquable et elle est condamnable, d'autant qu'elle vient du clergé catholique. Et on peut s'attarder un peu sur l'histoire. On peut s'attarder un peu sur l'histoire de l'Église catholique, qui, elle, mieux que toute autre organisation, est bien placée pour comprendre la portée des réformes. Parce que pour que l'Église catholique soit ce qu'elle est aujourd'hui, et pour que ses acteurs en soient fiers, il aura fallu, à un moment donné aussi, le courage réformateur d'un certain Grégoire VII, quand il arrive à la papauté, avec les mesures fortes, les réformes, pour redorer le blason de l'Église. Or, toute chose que nous faisons aujourd'hui vise à faire quoi? Réhabiliter notre pays, faire en sorte que les pratiques changent dans le bon sens, qu'elles portent le pays vers le haut, vers l'avant. Même si sur l'instant, c'est difficile. Et les cléricaux peuvent revisiter l'histoire de l'Église, se rendront compte que quand les réformes se faisaient sous Grégoire VII aussi, ce n'était pas facile à vivre. Mais aujourd'hui, je crois que chacun d'eux est fier d'appartenir à cette grande famille qu'est l'Église catholique. Nous rêvons aussi que demain, passer le temps des querelles politiques sur le moment,
que tous puissent dire notre pays a progressé, nous y avons tous contribué d'une manière ou d'une autre, à travers nos réticences, à travers nos critiques, à travers les injures à ceux qui les faisaient, mais aussi à travers notre compréhension et notre accompagnement de cette dynamique. Et le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, a célébré ce jeudi 25 avril 2024 la 17e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Cette édition est couplée au Bénin avec l'introduction des vaccins anti-paludiques pour les moins de 2 ans. C'était Léni à Alada qui a abrité les manifestations officielles. Voici le point. C'est une édition particulière pour le Bénin. Elle marque l'introduction des vaccins antipaludiques qui viennent renforcer les nombreux efforts déjà consentis par le gouvernement béninois dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Le ministre de la Santé, dans son mot, est revenu sur l'efficacité de ces vaccins. Je voudrais profiter de cette occasion pour rassurer l'ensemble de la population de l'efficacité et de l'innocuité du vaccin contre le paludisme et les inviter à ne pas se laisser berner par les esprits mal intentionnés qui circulent des propos à la limite dangereux, sinon assassins, sur les réseaux sociaux pour démotiver et contrecarrer les initiatives pour sauver des vies. Nous avons la chance de bénéficier de vaccins rigoureusement testés, offrant une voie prometteuse vers une protection durable contre cette pathologie dévastatrice. C'est du reste pourquoi je me dois d'exhorter les uns les autres à saisir cette opportunité pour faire vacciner les cibles susyndiquées, car en définitive, il y va incontestablement de l'avenir de notre communauté tout entière. Accélérer la lutte contre le paludisme pour un monde plus équitable, équité en matière de santé, égalité de genre aux droits humains. C'est le thème qui sous-tend la célébration de cette 17e édition de la Journée contre le paludisme. Une analyse de l'OMS et du Fonds mondial a révélé que les enfants de moins de 5 ans issus des ménages les plus pauvres en Afrique subsaharienne sont 5 fois susceptibles d'être infectés par le paludisme que ceux des ménages les plus riches. L'analyse a également montré de fortes inégalités en fonction du statut économique en ce qui concerne les femmes enceintes vivant dans les zones rurales pauvres. Ce thème nous met au défi, dirigeants, professionnels de santé publique et acteurs communautaires, de veiller à ce que ces droits à la santé soient reconnus comme des éléments fondamentaux des droits de l'homme. L'introduction du vaccin antipaludique dans le programme élargi de vaccination prend en compte les enfants de 6 à 23 mois. Cette cérémonie était également l'occasion de lancement de la quinzaine de mobilisation sociale. Et cette journée est une occasion pour souligner la nécessité d'investissement continu et d'un engagement politique durable en faveur de la prévention du paludisme et de la lutte contre cette maladie. Le thème retenu pour cette édition, on le rappelle, est accélérer la lutte contre le paludisme pour un monde plus équitable. Que peut-on comprendre du thème de cette journée instituée par les États membres de l'OMS lors de l'Assemblée mondiale de la santé en 2007? Quelles sont les statistiques par rapport au taux de mortalité de ces dernières années? Éléments de réponse dans ce récit que nous propose Florence Bossa. Le thème retenu pour l'édition 2024 de la Journée mondiale du paludisme souligne la nécessité d'assurer une prestation continue et équitable des services de lutte antipaludique au bénéfice de toutes les personnes qui en ont besoin malgré les contraintes financières, en garantissant une couverture appropriée des populations les plus vulnérables et à risque par des interventions efficaces. En effet, le dernier rapport sur le paludisme dans le monde montre comment cette maladie
maladie touche de manière disproportionnée les groupes vulnérables tels que les jeunes enfants, les femmes enceintes, les communautés rurales et les personnes déplacées. Tandis que des études montrent que les enfants de moins de 5 ans issus des ménages les plus pauvres d'Afrique subsaharienne ont 5 fois plus de chances d'être infectés par le paludisme que les enfants issus des ménages les plus riches. Chaque année, 300 millions de personnes sont atteintes du paludisme et plus de 3000 personnes meurent par jour en Afrique subsaharienne. Le taux de mortalité dû au paludisme est d'au moins 85% en Afrique, de 8% en Asie du Sud-Est, de 5% dans l'Est de la Méditerranée et 1% dans l'Ouest du Pacifique. Dans la suite de cette édition, audience au ministère des Affaires étrangères, Olusegun Adjadi Bakari a reçu dans la matinée de ce jeudi 25 avril l'ambassadeur de la République du Rwanda au Bénin. Elle est allée présenter au chef de la diplomatie béninoise les copies figurées de ses lettres de créance. Le renforcement des relations entre les deux pays, notamment dans les secteurs du tourisme, de l'éducation et du commerce, et la mise en œuvre des accords signés par les deux pays lors de la visite du président Paul Kagame au Bénin sont entre autres les sujets qui ont meublé cette rencontre. On écoute l'ambassadeur à la sortie de l'audience. I've come here to present copies of my credentials to His Excellency the Minister. Je suis venu donc présenter la copie figurée de mes lettres de créance au ministre des Affaires étrangères. Je voudrais donc noter que j'envisage donc travailler pour que les relations qui existent entre le Bénin et le Rwanda se renforcent, et puis que les deux pays, le Rwanda et le Bénin, ont une tradition et ils partagent donc des relations depuis de très longues années. Il faut noter aussi que le président rwandais a été donc ici en visite au Bénin il n'y a pas si longtemps que ça, et les deux présidents ont signé des accords, et donc notre rôle en tant qu'ambassadeur, c'est aussi de travailler et de nous assurer que tout ce qui a été, toutes les décisions qui sont contenues dans ces accords-là puissent être suivies et marchent pour, donc, comme je l'ai dit tantôt, renforcer les relations entre les deux pays, et s'assurer aussi que nous travaillons pour renforcer donc les relations dans le domaine du tourisme, de l'éducation et du commerce aussi. Je suis là également pour la commémoration, une commémoration en hommage aux victimes donc du génocide au Rwanda qui a eu lieu il y a de cela 30 ans, le génocide contre les Tutsis. Et le 7 avril passé, la vice-présidente du Bénin a fait un voyage au Rwanda, et parce que c'est cette date-là qui était donc le début de ces commémorations-là. Et l'Union africaine et les Nations unies travaillent aussi ensemble pour donc que cette commémoration-là soit une réalité. 30 years during the genocide against Tutsi happened in Rwanda. Et d'une audience à une autre, cette fois-ci, c'est la directrice du bureau de l'Organisation internationale du travail au Bénin qui a été, elle aussi, reçue par le ministre des Affaires étrangères. Ici, les échanges se sont axés sur la promotion des emplois productifs afin de permettre aux jeunes béninois de s'épanouir et participer au développement de leur pays. On écoute la directrice du bureau de l'OIT au Bénin. L'objectif de cette rencontre, c'était déjà de remettre à son Excellence le ministre des Affaires étrangères du Bénin mes lettres de cabinet d'accréditation qui m'ont été données par le directeur général de l'Organisation internationale du travail pour promouvoir l'agenda du travail décent et la justice sociale dans les 6 pays que nous couvrons à partir du bureau de Abidjan, Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, c'était vraiment pour se présenter à son Excellence, avoir ses orientations par rapport à comment l'OIT et le Bénin, qui ont un partenariat très important, mais aussi qui est en cours de renouvellement, disons, peuvent consolider leur partenariat pour faire avancer l'agenda du travail décent pour un climat paisible, social dans le pays.
Donc, je suis très contente d'avoir eu cette audience avec son Excellence qui m'a donné ses orientations et qui a aussi donné un peu d'indications par rapport à sa rencontre avec le directeur général de l'Organisation internationale du travail qui s'est passée il y a quelques jours. Et avec les orientations qu'ils nous ont données, nous sommes conscientes qu'il y a du travail à faire et que nous accompagnerons les mandants du Bénin pour tout ce qui est lié à la promotion des emplois productifs dans le cadre des politiques de transformation structurelle du pays. Nous avons aussi parlé de l'importance de l'emploi dans nos pays africains et notamment au Bénin, et l'importance de créer les conditions et les opportunités pour que les jeunes Africains en général et les jeunes Béninois et Béninoises en particulier puissent vraiment bénéficier de transformations structurelles, d'une croissance qui, disons, leur permet d'atteindre un certain niveau de bien-être. Et en tant que l'OIT, qui est l'Organisation internationale du travail, membre du système des Nations Unies, qui s'occupe, dont le mandat est la justice sociale et le travail décent, nous sommes très sensibles à cela et nous allons vraiment apporter notre appui pour que cela puisse se réaliser. La sécurité alimentaire et la nutrition sont des volets sur lesquels CARE Bénin met l'accent depuis son installation au Bénin. Le secteur agricole est donc l'un des domaines de choix de l'ONG. Dans la journée du jeudi 25 avril, elle a signé un protocole d'accord avec le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Assiongmo Kanya, Assiongmo, Rachidi Soubero. Signature de protocole d'accord entre CARE Bénin et le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Un accord qui définit les principes et le cadre de la coopération conformément aux politiques et orientations du gouvernement. CARE Bénin veut renforcer davantage le programme sécurité alimentaire et nutrition. Principalement dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, CARE veut promouvoir des pratiques agricoles améliorées et sensibles au climat, des chaînes de valeur inclusives et des pratiques de nutrition essentielles et communautaires. Notre vision est que les femmes et les enfants vulnérables augmentent la jouissance de leurs droits et leur accès à une alimentation adéquate, à l'eau et à la nutrition. Les interventions de CARE International Bénin-Togo sont mises en œuvre sur toute l'étendue du territoire béninois et cible principalement les populations les plus vulnérables, en particulier les femmes, les jeunes et les enfants. CARE Bénin contribue à impacter la population, reconnaît le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui. Ceci pour assurer une mise en œuvre cohérente et concertée de la filière agricole en faveur de la promotion. Et pour le ministre, c'est un partenariat qui vient au bon moment. En vue de maintenir donc la dynamique, plusieurs questions doivent trouver leur réponse à travers ce partenariat. Il s'agit de la participation effective de CARE Bénin et de ses consortiums aux activités des dites structures opérationnelles en respect de l'accord de partenariat, la réédition des comptes, une stratégie de sortie pour éviter les sauvages brusques en cas de fin de projet. Le ministère compte sur la franche collaboration de CARE Bénin pour une synergie d'action. L'ONG s'est établie au Bénin en septembre 1999. L'ONG s'est établie au Bénin en septembre 1999 en menant des actions au profit de la population. Je l'annonçais en début d'édition, la deuxième édition du Forum d'investissement Chine-Bénin a été officiellement lancée ce jeudi matin par le ministre de l'Industrie et du Commerce. La rencontre qui s'est déroulée dans la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou est conjointement organisée par l'Agence de promotion des investissements et des exportations à pièces en collaboration avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, l'ambassade de la République populaire de Chine au Bénin, le ministère de l'Économie et des Finances chargé de la coopération et celui des Affaires étrangères, de la JDZ, de la CCI Bénin et autres partenaires.
Plusieurs délégations d'investisseurs venus de Chine prennent part à ce forum qui vise à promouvoir les investissements chinois au Bénin et à renforcer la coopération entre les deux pays. Voici les détails dans ce reportage de Wouliat Sanoussi et Rachidi Soubero. Plusieurs délégations d'investisseurs chinois et béninois participent à cette deuxième édition du Forum d'investissement Bénin-Chine, officiellement lancé jeudi ici au Palais des Congrès de Cotonou. Un rendez-vous économique qui contribue au renforcement des relations entre la Chine et le Bénin et les investisseurs. Ce forum a pour objectif de promouvoir les investissements chinois au Bénin. Ce forum est d'autant plus important quand on sait qu'au fil des années, la Chine est devenue un partenaire économique majeur pour le Bénin. En effet, de 1 milliard de dollars en 2020, le commerce bilatéral entre nos deux pays est passé à 1,56 milliard de dollars en 2022, soit une augmentation de 50% en 2 ans seulement. En outre, de 86 millions de dollars en 2021, le stock des investissements directs étrangers provenant de la Chine s'est établi en 2022 à 170 millions de dollars. L'année 2023 est une année importante qui a marqué l'histoire des relations de coopération et d'amitié entre la Chine et le Bénin. Ce forum, très important pour la coopération entre les deux pays, offre une plateforme unique pour les entreprises et les investisseurs. Elle permet de présenter les opportunités d'investissement au Bénin, d'établir des partenariats stratégiques et de développer des projets communs. Aussi permettra-t-elle d'explorer de nouvelles pistes d'investissement et de favoriser des partenariats gagnant-gagnant. À l'occasion, le climat des affaires et des dispositifs de promotion des investissements au Bénin sont présentés à l'assistance. Le tissu industriel béninois s'étoffe de plus en plus. Le Bénin met progressivement en place des facteurs de production optimisés, permettant aux investisseurs d'opérer dans un environnement compétitif et de rentabiliser leurs investissements. Un modèle existe déjà à Godjibé, et je sais que vous êtes informés, avec des impacts positifs qui sont énormes en termes d'emploi pour la jeunesse, l'augmentation du PIB, du volume d'exportation et du retour sur investissement. Alors nous attendons impatiemment la Chine pour dupliquer un modèle pareil et encore mieux. Au vu de tous ces efforts que déploie notre pays pour le renforcement de la coopération entre nos deux pays, je voudrais profiter de cette rencontre pour inviter les hommes d'affaires chinois à ne surtout pas hésiter à investir chez nous. 2 panels sont prévus au cours de ce forum. La présentation des investissements chinois au Bénin et celle du China International Import Expo CIE. Le deuxième forum d'investissement Bénin-Chine, couplé avec la conférence de promotion de la 7e exposition internationale d'importation de Chine, s'achèvera par la signature d'un protocole d'accord entre les chambres de commerce des deux pays. Dans le cadre de la célébration de la fête du roi des Pays-Bas, la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou sera, le 27 avril 2024, le théâtre d'un concert gratuit du groupe de musique néerlando-surinamais antillais Frafra Sound. En prélude à cet événement, une conférence de presse a été donnée à l'ambassade des Pays-Bas à Cotonou par les organisateurs. Suivez les détails dans cet élément de Hugues Vingbe et Rachidi Soubero. Le groupe de musique néerlando-surinamais antillais Frafra Sound est à Cotonou. Cette présence en terre béninoise se justifie par l'organisation prochaine d'un concert gratuit, un événement choisi par l'ambassade des Pays-Bas pour célébrer l'anniversaire du roi hollandais. On est très honoré de présenter ici à Cotonou pour la première fois le groupe musical Frafra Sound, un groupe néerlando-surinamien qui combine le jazz, la musique de danse caribéenne avec les rythmes africains. Le concert aura lieu à une date très spéciale pour nous, au jour national des Pays-Bas, le jour du roi. Ce concert s'inscrit dans le cadre de la coopération culturelle entre le Bénin et le Royaume des Pays-Bas. En bonne collaboration avec le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts,
et son Excellence le ministre Abimbola, on a élargi depuis l'année passée notre partenariat avec le Bénin vers le domaine culturel. Cette nouvelle collaboration est fondée sur nos histoires communes de l'esclavage. Le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts est très heureux d'accompagner l'ambassade des Pays-Bas. Vous savez que ce que nous mettons en avant ici au Bénin actuellement, c'est notre culture, notre capacité à émouvoir le monde à partir de notre identité culturelle. Et donc, ça a été bien compris par la partie hollandaise et c'est ce qui motive notre présence ici aujourd'hui. Fondé en 1980 et basé à Amsterdam, le groupe Frafra Sound combine le jazz et les rythmes africains. Ces musiciens voyagent partout en Afrique à la découverte des racines de leur musique. We were always very honored with the possibilities that we had to perform. Nous sommes honorés de faire une prestation ici, de créer des connexions avec les peuples africains. Et grâce à l'accompagnement du ministère des Affaires étrangères, nous avons des opportunités de brassage culturel. We had quite some opportunities to do cultural exchanges. Le concert se tient le 27 avril prochain à partir de 20h à la salle bleue du Palais des Congrès. Il sera précédé d'une masterclass avec une trentaine d'étudiants. C'est sur cette note culturelle que nous bouclons ce 13h au Bénin. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Bon appétit à tous.